La première chose que la fille fit après être renaissante fut de casser en morceaux des dizaines de vélos en libre service devant le commissariat. Elle diffusa ensuite l'intégralité de l'acte en direct sur internet avec audace. Tout le monde pensa qu'elle était mentalement instable. Endommager délibérément des biens pouvait entraîner non seulement des amendes et une détention, mais dans les cas graves, une peine de prison de 3 à 7 ans. La fille enfreignait la loi en connaissance de cause, uniquement parce qu'elle comprenait clairement qu'à ce moment précis son petit ami et sa meilleure amie détenaient ses empreintes digitales et sa signature électronique. Ils mettaient en œuvre une arnaque qui allait secouer toute l'école. Pour éviter d'être piégée par eux, elle créa un alibi que personne ne pourrait contester. Dans sa vie précédente, parce qu'elle n'avait pas été préparée, elle était devenue le bouc émissaire pour son petit ami et sa meilleure amie. Parce que la chaîne de preuves était complète et convaincante, la fille fut finalement condamnée pour fraude financière et condamnée à 10 ans de prison. Mais avant qu'elle ne puisse sortir et laver son nom, elle mourut soudainement comme prévu par son petit ami et sa meilleure amie. Heureusement, le destin lui donna une chance de recommencer. Elle renaquit quelques minutes avant que son petit ami et sa meilleure amie ne commencent à la piéger. C'est ce qui conduit à la scène d'ouverture de la vidéo. Elle admit avoir cassé tous les vélos en libre service et demanda même à la police de l'arrêter. La police la conduisit ensuite au commissariat. À son insu, son petit ami et sa meilleure amie utilisèrent sa carte d'accès pour ouvrir avec succès le laboratoire informatique de l'école. Ils utilisèrent ensuite les empreintes digitales de la fille pour déverrouiller l'ordinateur et employèrent une vérification vocale préenregistrée. En utilisant la clé privée de la fille, ils complétèrent le transfert final. Ils pensaient que cela ferait parfaitement de la fille leur bouc émissaire. Ils ignoraient que la fille se trouvait dans la cellule de détention du commissariat et avait déjà un alibi que personne ne pouvait renverser. Alors que la fille attendait de voir le spectacle se dérouler, ses parents arrivèrent au commissariat, l'air anxieux. Ils ne pouvaient pas croire que leur fille, étudiante en droit, diffusait en direct un crime qu'elle commettait. Ils soupçonnaient qu'elle avait été provoquée par quelque chose. Ils supplièrent immédiatement la police, promettant de compenser tous les vélos endommagés par leur fille et priant la police de ne pas la détenir. Dans sa vie précédente, ses parents ne pouvaient pas non plus croire qu'elle enfreindrait la loi. Ainsi, après que leur fille fut envoyée en prison, ils vendirent immédiatement leur maison à bas prix, juste pour engager le meilleur avocat afin d'essayer de faire annuler son affaire. Finalement, tous deux moururent amèrement avant que leur fille ne soit libérée. Cette fois, la fille ne laisserait pas ses parents subir le même sort. La police, cependant, ne voulait pas qu'une jeune femme prometteuse ait un casier judiciaire. Ils se contentèrent de lui infliger une amende et d'ordonner une restitution. Renaissante et consciente des enjeux, la fille comprit que rester au commissariat était la meilleure stratégie. Pour éviter d'être ramenée chez elle, elle commença à faire semblant d'être folle et à agir comme une idiote devant tout le monde. Elle affirma non seulement que quelqu'un essayait de lui nuire, mais fit même semblant de ne pas reconnaître ses parents. Voyant à quel point elle semblait instable, la police organisa une évaluation psychiatrique et conseilla au couple de ne pas agir précipitamment. Ils dirent qu'il serait préférable de laisser la fille seule un moment. Entendant cela, les parents n'eurent d'autre choix que de sortir et d'attendre patiemment. À peine était-il parti qu'un bulletin d'urgence interrompit la télévision, annonçant que les finances de l'entreprise avaient montré des irrégularités aujourd'hui, et que les services concernés avaient lancé une enquête. La fille pensa qu'il suffirait d'attendre que son petit ami et sa meilleure amie apportent leurs preuves pour la dénoncer, et tout serait terminé. Et comme la fille l'avait prévu, c'est exactement ce qui se produisit. Tôt le lendemain matin, un policier réveilla la fille qui se reposait, et dit qu'à 20h30 la veille, 50 millions de dollars avaient été transférés illégalement depuis le compte de l'entreprise. Il ajouta que tous les enregistrements de transfert avaient été effectués en utilisant la clé personnelle et la signature électronique de la fille. Alors que la fille commençait à expliquer, ses parents se précipitèrent, l'air anxieux. Juste derrière eux se trouvait la meilleure amie de la fille et son petit ami. Tout comme dans la vie précédente, ils commencèrent à présenter des indices à tout le monde. Ils accusèrent la fille d'être récemment accro aux jeux en ligne et de devoir beaucoup d'argent, et affirmèrent que la fille avait volé l'ordinateur de son ami la veille. Avant que l'amie ne finisse de parler, elle fut interrompue de force par la mère de la fille. La mère insista sur le fait que sa fille ne pourrait jamais faire une telle chose. Mais l'ami sortit son téléphone et joua un enregistrement sur place pour piéger la fille.